Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous remercier pour votre fidélité, parce que tant sur les lives chaque semaine que dans les replays, ça fonctionne bien, donc merci. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble prendre de la hauteur, car nous avons de la chance, et une vraie chance, de recevoir l'excellent Philippe de Wost. Alors comment décrire Philippe? Je vais essayer rapidement. L'homme est brillant, ça vous le savez, vous le connaissez presque tous. Généreux, son parcours, il est plus qu'impressionnant. Je fais un très vite résumé. Il a plus de 20 ans d'expérience sur le devant de la scène avec, par exemple, et de mémoire, cofondateur de Wanadu. Tu me dis si je dis une bêtise. Il a été acteur. Tu dis rarement des bêtises. C'est gentil. Il a été acteur aussi dans plusieurs startups, dont une qui a été revendue par Apple, donc c'est pas courant, donc c'est bien de le souligner. Il a fait aussi un passage remarqué à la Caisse des dépôts, mais aussi chez Vinci. Et Philippe est maintenant, entre autres, président de Phileos. Il donne régulièrement des conférences, dont une dont on se souvient presque tous ici, dans la dernière édition des Sommets du Digital en février dernier, pour notre plus grand plaisir. Voilà. Donc Philippe, ton intervention du jour a pour thème culture et transformation numérique à l'heure du reset. Alors j'ai envie de dire, ne perdons pas de temps, car je sens que ça va être passionnant comme toujours avec toi. Donc, et comme nous, comme tu aimes les interactions, vous allez tous pouvoir poser des questions, hein, il le faut, directement à Philippe. Sylvie, tu nous rappelles rapidement comment on fait. Voilà. Alors, comme d'habitude, depuis le début des webinars, soit en QR au niveau de Zoom ou QA, suivant la version que vous avez, ou dans le chat de YouTube. Voilà. Philippe, la parole est à toi. Bien, mais écoutez, merci beaucoup. Merci Xavier, merci Sylvie. C'est toujours un plaisir de vous voir, même si on est séparés par au moins 2 écrans, un micro, des haut-parleurs et au milieu toute une série de machines qui s'appellent le réseau Internet. Je continue à trouver l'exercice à la fois passionnant et très, très différent de ce qu'on a eu l'occasion de vivre ensemble lorsqu'on était tous à la CUSA avec Xavier. Mais voilà, c'est la règle du genre, c'est qu'aujourd'hui, on fait des keynotes et on fait des interventions de manière différente. On s'adapte et on va du coup entrer dans cet exercice avec une demande que je vous fais à tous et à toutes. N'attendez pas la fin pour envoyer des questions vers Sylvie. Faites-les passer au fil de l'eau. Sylvie a le mandat impératif de m'interrompre à peu près tout le temps en levant la main. Enfin bon, bref, hein, de manière à ce que ça soit un échange, parce que moi, personnellement, en tout cas, c'est de l'échange que je me nourris, c'est de l'interaction que je me nourris. Je ne suis pas là du tout pour pontifier tout seul devant mon écran et mon micro. Ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, je vais partager mon écran. Je vous ai préparé quelques slides qui sont ici et avec lesquels on va tout de suite démarrer. On parle de culture et de transformation numérique dans un contexte très particulier, qui est le contexte de la crise sanitaire, dont je ne suis pas sûr que nous sommes sortis. Attends, si en plus Siri s'en mêle, ça va être terrible. D'une crise dont on pense être sorti, mais au fond, j'en suis pas tellement certain. On est complètement sidéré encore par ce qui se passe. Ce que nous vivons est inattendu, est inédit. Je vous rappelle quand même que vous n'êtes pas les seuls, ni moi non plus, à être actuellement assis sur une chaise. La moitié de la planète à peu près s'est immobilisée. La moitié, hein. On parle de plus de 3,5 milliards d'humains. Et ce qui est très étonnant quand on y réfléchit, c'est que cette immobilisation a été volontaire. Elle n'a pas été préparée, mais elle a été décidée par des dirigeants politiques, par des collectivités, par des États. Et donc, on a tous décidé de s'arrêter à peu près au même moment, ce qui est un premier paradoxe assez étonnant dans la mesure où nous vivons dans une société dont toute l'efficacité, tout le fonctionnement vient du fait qu'elle fonctionne à partir de flux. Et qu'elle n'est jamais plus efficace que lorsque les flux circulent, lorsque les biens circulent, lorsque les personnes circulent. Ça, c'est la première remarque. Le deuxième paradoxe, c'est que, comme le montre la slide qui est à l'écran, je ne sais pas si vous me voyez d'ailleurs quand je vous parle ou pas. J'aimerais que Sylvie me... Non, vous voyez que l'écran. Bon, c'est tant mieux. Ça me permet de faire le zouave en parlant, c'est parfait. Oui, le deuxième paradoxe qui fait qu'on est sidéré aussi, c'est que, je ne sais pas si vous êtes aperçu que la mort
est absolument omniprésente dans le discours. C'est devenu un rendez-vous quotidien un peu analogue aux cours de bourse ou à la météo ou aux audiences télé de la veille. Je fais exprès parce que on nous présente des chiffres, on nous les compte, on nous les compare tous les jours. Et en revanche, on ne nous montre ni corps, ni cercueil, ni image, ni représentation de la mort. Et ce qui rend notamment le deuil impossible pour un certain nombre de nos concitoyens qui ont perdu des proches, ce qui a été mon cas, mais dans un contexte un peu différent. J'insiste là-dessus parce qu'on est au fond, on fait au fond face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est précisément parce qu'on ne le comprend pas qu'on s'est raccroché à quelque chose qu'on sait à peu près faire, qui est de compter. Et donc, nous comptons nos morts, nous comptons les progressions des pays. Le Financial Times, pendant relativement longtemps, j'ai fait exprès de vous mettre une slide ancienne, de manière à ce que vous n'ayez pas l'impression que je vous montre de l'actualité. Ce n'est pas mon but ici. Mais moi, ce que m'évoque ce graphe, qui a été mis à jour très régulièrement par le Financial Times, c'est quelque chose d'atroce qui n'a strictement rien à voir avec un comptage de décès, c'est une course à la voile. Quand vous regardez ici, vous avez les trajectoires, vous comparez les trajectoires de pays, vous vous demandez qui est en avance ou qui est en retard par rapport les uns aux autres, et on est donc dans un décalage complet vis-à-vis de la réalité qu'on est censé observer, à savoir les décès qui sont le fait d'un virus qu'on ne connaît pas. Alors non seulement on compte, mais en plus on compte très mal. Et on compte très très mal parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on compte d'un pays à l'autre, mais on compte également très mal parce que vous aurez peut-être remarqué qu'il y a quelque chose d'un peu spécifique à l'axe des ordonnées sur ce graphe, c'est que c'est un axe logarithmique. Ça veut simplement dire que lorsque vous progressez d'un facteur 2 sur cet axe des ordonnées, en fait, vous progressez d'un facteur 10 dans la vitesse de propagation et dans la vitesse de contamination du virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les droites qui vous sont représentées, qui ont des pentes différentes, vous traduisent en fait des accélérations différentes. Ça veut dire que lorsqu'une droite est stable dans le temps, c'est que simplement le nombre de morts est constant et non pas qu'il n'y a plus de décès. Et donc, ça veut dire que la représentation que nous avons de ces choses est à nouveau très, très imparfaite et très, très incorrecte. J'ai pris du temps pour partir de cette sidération parce que c'est une fois qu'on commence à comprendre et à admettre qu'on est un peu perdu et que c'est normal d'être un peu perdu, qu'on peut avancer dans la réflexion et qu'on peut avancer notamment vers cette question de l'après. Avec le déconfinement depuis 48 heures, certains d'entre vous ont peut-être l'impression d'être sortis de cette crise. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on y est vraiment entré? Est-ce qu'on est entré complètement dedans? Est-ce qu'on est entré ensemble dans cette crise? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la ligne de front et l'arrière, entre ceux qui étaient au combat, puisque les termes de guerre ont été employés, alors que pourtant nous utilisons des instruments de paix, mais c'est un autre sujet, et ceux qui étaient entre Paris et la province, entre les apéros Zoom et les EHPAD qui étaient fermés, est-ce qu'on y est entré ensemble? Là, c'est une grande question. Une autre grande question, c'est qu'on est tous absolument convaincus que la transformation numérique va jouer un rôle clé, mais qu'on ne voit pas encore très très bien comment. Donc, par conséquent, je réinsiste sur le fait que, de mon point de vue, avant d'appuyer sur ce bouton reset, il faut que nous admettions en profondeur que nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de resetter. Il y a plusieurs raisons à cela. Et dans ces raisons, il y en a une qui est que nous sommes fondamentalement des êtres linéaires qui continuons de croire que nous évoluons dans un monde que nous maîtrisons et que nous savons gérer les exponentielles, ce qui n'est pas vrai. La linéarité, historiquement, c'est un phénomène qui a à peu près 2000 ans. C'est le fait de commencer à croire qu'il existe un futur qui est meilleur et qui est un futur différent du présent dans lequel on est, que donc le cycle des saisons, le mythe de l'éternel retour sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et une fois qu'on regarde devant soi et qu'on tend le bras pour indiquer une direction, on commence à être capable de mesurer par un nombre de pas constant, enfin avec une unité de compte qui est constante, qui est le pas, la distance qui nous sépare du but.
Et donc, on est à nouveau dans un calcul très linéaire de notre progression. Bon, alors, on a fait depuis 2000 ans également quelques petits progrès en matière financière, puisqu'on a inventé les intérêts composés. Mais même quand on manipule les intérêts composés, on les manipule à l'année. Et donc, on est à nouveau sur des échelles de temps très longues. Alors que là, ce à quoi nous faisons face, c'est à des sujets d'accélération extrêmement rapides et qui vont plus vite que notre capacité à les comprendre. La question d'exponentielle, au-delà de la courbe du Financial Times qu'on a regardée tout à l'heure, elle est déroutante pour deux raisons. La première, c'est que elle nous prend de vitesse comme l'échiquier qui est là vous l'illustre. Vous savez probablement tous dans cette fable comment ça se termine. Ça se termine très, très, très mal pour celui qui a perdu la partie. Et ça se termine très mal d'ailleurs pour tout le monde, puisque la quantité de blé, de riz, d'onces d'or, de diamants, peu importe que vous placez sur la dernière case de l'échiquier, dépasse en hauteur l'Everest. Donc vous avez aussi un petit problème de stockage, mais ce n'est pas le lieu du propos d'aujourd'hui. Là où cet échiquier est intéressant à examiner de plus près, c'est quand on regarde la deuxième moitié. Pourquoi? Parce que, vous ferez le calcul, quand vous arrivez sur la 32e case de l'échiquier, l'unité de compte que vous manipulez est encore familière, c'est celle du milliard. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des milliardaires dans l'audience, mais peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'ils refusent de se dénoncer. Bon, sinon, pour ceux qui se cachent dans l'audience, vous me contactez après directement. Mais en revanche, le milliard, c'est quelque chose qui nous parle. En tout cas, c'est quelque chose que nous savons compter. Encore une fois, quand on ne comprend pas quelque chose, nous humains, nous le comptons. On sait compter les milliards, on sait les comparer. Et le milliard, c'est l'unité de compte de la population mondiale. C'est l'unité de compte des budgets ou des déficits budgétaires de la plupart des grands États de la planète. C'est l'unité de compte de la performance financière de la plupart des grandes entreprises. C'est l'unité de compte de la fortune personnelle d'un certain nombre de gens qu'on appelle précisément les milliardaires. Le problème, c'est au-delà. Et quand on va au-delà de la 32e puissance de 2, on commence en informatique à inventer des gros mots, le téra, le péta, le zeta, l'hexa, voilà, mais qui ont ceci d'intéressant qu'ils ne veulent plus rien dire. Et que du coup, ils font référence à des quantités qu'on n'est plus capable de se représenter, qu'on n'est donc plus capable de comparer. Et j'y reviendrai dans un instant pour insister sur le fait que la commensurabilité, la capacité de représentation des quantités va devenir un enjeu absolument phénoménal dans la transformation numérique. Les exponentielles, en plus, dans le monde du numérique, elles nous posent une deuxième difficulté intéressante, c'est que ces lois se combinent. La loi de Moore, on ne va pas revenir dessus parce que si vous suivez les sommets du digital, vous savez forcément ce qu'elle veut dire. Je vous rappelle que c'est tous les 18 mois que ça double, pas tous les 2 ans, comme certains l'écrivent encore. La loi de Metcalfe, elle est intéressante, c'est la loi qui est relative à l'interconnexion des réseaux. On la doit à un petit bonhomme tout à fait rigolo qui s'appelle Bob Metcalfe et qui est l'inventeur d'Ethernet, qui n'avait jamais imaginé que les câbles Ethernet ne changeraient pas de forme et de format pendant les 50 années qui ont suivi son invention. Il n'avait pas non plus imaginé d'ailleurs que les débits supportés par le câble Ethernet seraient multipliés dans des proportions aussi dingues. Et quand ces lois se combinent, ça nous donne Internet, ça nous donne des vitesses de pénétration surtout de nouvelles technologies qui deviennent absolument extraordinaires. Je vous rappelle, si vous voyez la partie gauche de l'image, que le livre a mis 400 ans à diffuser, à atteindre 50 millions de lecteurs. Angry Birds n'a eu besoin que de 35 jours. Alors, on ne parle pas nécessairement de la même valeur d'usage, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est la vitesse de propagation et de diffusion. Et du coup, on va le voir, la capacité d'assimilation que ça suppose. L'autre intérêt ou l'autre enjeu ou l'autre apport des lois exponentielles dans les technologies numériques, ça a été le gain absolument phénoménal, absolument ahurissant d'efficacité que ça a permis. Et je voudrais juste vous donner un exemple pour les plus geeks d'entre vous. J'imagine que vous avez à peu près tous un compte Instagram
ou qu'au pire, vous avez à peu près tous, pour ceux qui ont des enfants, des gens qui ont des comptes Instagram, donc vous voyez forcément ce que c'est. Et vous savez peut-être, vous vous souvenez peut-être qu'Instagram était une start-up indépendante qui a été rachetée par Facebook pour $1 milliard, ce qui à l'époque était jugé complètement dingue. C'était avant que WhatsApp ne se fasse racheter pour un montant 19 fois supérieur, mais c'est une autre histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant quelques temps, Facebook a gardé Instagram comme société indépendante, notamment pour assurer la continuité et la fluidité du service. Ce qu'on sait moins, c'est qu'un jour, Facebook a décidé quand même de tout réinternaliser, notamment parce que Instagram, le service tournait sur Amazon Web Services et que ça agaçait Zuckerberg de laisser trop d'argent à Bezos. Vous savez quels sont les égos des gens dont la fortune se compte en milliards. Et donc, ils ont décidé d'opérer la migration d'Instagram. Instagram, à l'époque, hébergeait 20 milliards de photos. Et la prouesse qui a été réussie par Facebook a été de migrer le service en quelques semaines, sans interruption et sans qu'aucun utilisateur d'Instagram ne remarque quoi que ce soit. C'est comme si vous aviez quitté Paris dans une Tesla et que vous arriviez à la Clusaz dans une Renault Zoé, sans vous être aperçu que pendant tout le chemin, on avait changé une roue, puis l'autre, puis le tableau de bord, puis le volant, puis les sièges. Rien remarqué. Est-ce que vous savez combien il a fallu d'ingénieurs chez Facebook pour réussir cette migration qui a pris 6 mois de préparation et 2 mois d'exécution? Ils étaient 10. 10 personnes ont réussi à faire migrer 20 milliards de photos sans que personne ne s'aperçoive de rien. Ça, c'est les effets de levier étonnants, inimaginables que permettent les technologies numériques. Alors, ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est que ça va vite, ça va loin et que ce n'est pas très compréhensible. Et c'est à ça que je veux venir, c'est que quand on représente des nombres, en général, ça se passe assez mal. Si les nombres sont grands, si je vous dis que l'invention de l'écriture, l'invention du langage remonte à quelques dizaines de milliers d'années, vous allez me regarder, ça ne représente rien pour vous. Si je vous dis 1700 générations, ça fait quand même encore très très loin, mais ça commence déjà à vous parler un peu plus, surtout quand je compare ça au fait que l'écriture se déploie à travers 300 générations. Vous voyez tout de suite, parce qu'on manipule les quantités qui vous disent quelque chose, alors que les dizaines de milliers d'années, ça ne vous parle pas. Le fait d'utiliser le terme de génération vous permet de commencer à toucher le sujet du doigt. Et c'est le génie qui a eu un monsieur tout à fait inconnu qui s'appelle Derek de Kerkhove, d'avoir essayé de représenter ces progrès, entre guillemets, technologiques dans la communication en une seule slide et d'une manière qui soit intelligible. Je ne vais pas m'étendre sur les différents progrès. Là où je voudrais arriver et là où cette slide est parlante, c'est qu'elle souligne un des premiers enjeux culturels, puisqu'on a dit qu'on parlerait de culture aujourd'hui. Un des premiers enjeux culturels de l'accélération des technologies numériques, il est sous vos yeux, c'est que l'espace observable par 3 générations consécutives a totalement rétréci. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus âgés d'entre vous, de discussions épiques à table avec vos parents et vos grands-parents sur les bienfaits ou les méfaits du téléphone ou de la télévision. À l'époque, 3 générations consécutives avaient une perception différente et s'engueulaient, mais observaient la même réalité. C'est plus vrai aujourd'hui. Si vous demandez aux plus jeunes de vos enfants comment ils se représentent le monde il y a 20 ans, vous serez très surpris. Pour aucun d'entre eux, il n'est concevable que l'humanité ait pu fonctionner et encore mieux fonctionner aussi bien en l'absence d'ordinateurs, de téléphones portables. Certains enfants croient d'ailleurs qu'Internet préexistait à l'ordinateur et demandent à leurs parents comment ils faisaient pour se connecter à Internet quand ils n'avaient pas d'ordi. Ce qui est quand même un renversement assez intéressant de perception des choses. Ça veut simplement dire que les révolutions technologiques auxquelles on est confronté sont désormais intragénérationnelles et que nous allons être invités à effectuer des resets individuels de manière régulière dans les nombreuses années qui nous restent à vivre. La question devient donc la suivante, c'est que si nous sommes la dernière génération à savoir comment le monde était avant, il va falloir se demander ce qu'on veut nous leur transmettre.
Alors j'aime bien cette illustration qui, d'une certaine manière, fait écho à ce qu'avait dit un jour Jean-Louis Constanza, qui disait qu'un magazine est un iPad qui ne marche pas. Est un iPad qui dysfonctionne. Vous mettez une tablette dans les mains d'un tout petit et il va jouer avec assez rapidement. Vous lui mettez juste après un magazine, peu importe le type de magazine. Hein. Vous allez le voir essayer de froisser les pages et s'énerver parce que ça ne bouge pas. Et c'est d'autant plus important de savoir ce qu'on veut leur transmettre dans cette période très particulière et avec cet enjeu des technologies numériques que nous sommes face à une génération nouvelle qui s'appelle la génération G. Et la génération G, on peut se poser la question de savoir si elle est outillée culturellement pour affronter le reset qui vient, puisque sa motivation première semble être plus orientée autour de la colère que du courage. Et si l'enjeu, c'est le courage, ça s'éduque. La colère n'a pas besoin d'éducation pour se manifester. Le courage a besoin d'être canalisé. Et si on veut éduquer et si on veut se former et former nos successeurs à la gestion de ces transformations, il faut qu'on remette absolument au centre du dispositif 3 des matières qui sont les plus écartées aujourd'hui, qui sont les maths, parce qu'il va falloir, comme on le dit depuis le début, apprendre à compter correctement, la philosophie, parce qu'il va falloir quand même comprendre comment nous fonctionnons, et l'histoire, parce que si nous n'avons pas de recul, nous n'aurons que des futurologues, et que le propre des futurologues, c'est de se tromper. J'ajoute à ça un 4e élément qui est celui de la confiance, mais sur lequel on va pouvoir revenir. Alors la transformation numérique, puisque c'est le focus qu'on prend cet après-midi, elle ne va pas se limiter à des meetings sur Zoom, que ce soit pour travailler ou pour prendre l'apéritif. C'est intéressant de voir que globalement, on a été capable de basculer en télétravail pour la quasi-totalité des métiers tertiaires, sans négociation, sans discussion et en arrêtant de s'affronter sur des considérations quasi philosophiques. On y est arrivé, contraint et forcé, mais on y est arrivé. On commence à peine à avoir un peu de recul sur ce que ça apporte ou sur la manière dont ça change nos comportements de travail. C'est intéressant de voir que ceux qui enchaînent les réunions sur leur ordi du début à la fin de la journée en ressortent en général physiquement plus épuisés que lorsqu'ils ont des journées de travail en présentiel. Je déteste ce mot, mais lorsqu'ils sont physiquement présents. Et je pense qu'une des raisons, c'est sans m'étendre là-dessus, mais c'est le fait que nous passons notre temps, quand on est en réunion à travers Internet, à compenser, sans le savoir, tout un tas de désagréments ou en tout cas de difficultés que nous avons avec l'absence physique de nos interlocuteurs, avec la qualité variable de la connexion, avec le fait qu'on n'entend pas toujours très bien, etc. Et notre cerveau passe son temps à essayer de compenser et de restituer à la personne la sensation d'être en réunion alors qu'il n'est pas en réunion, et que c'est cet effort d'adaptation-là qui nous pompe de l'énergie. La question, c'est comment on va au-delà des réunions sur Zoom, parce que c'est bien de se dire qu'on s'est transformé numériquement, mais c'est quand même un peu court. La question de l'au-delà, à nouveau, elle est compliquée parce que nous faisons, je ne sais pas pourquoi le truc a disparu, c'est pas grave, nous faisons de l'avenir le réceptacle de tous nos fantasmes. C'est là qu'on va aller stocker, je ne sais pas si je peux vous remontrer l'image, mais c'est là qu'on va aller stocker à peu près tout ce qu'on n'avait pas osé faire. Voilà, je vous la remets. L'avenir, c'est le lieu formidable de notre procrastination. Et comme en l'occurrence, nous sommes dans un régime dans lequel nous ne savons pas exactement où nous allons, c'est un peu compliqué de se projeter, d'autant que pour ce qui est des délais dans lesquels les choses surviennent, dans lesquels les choses adviennent, les régimes exponentiels ont une conséquence assez connue sur nos jugements. Ça a été formulé ou théorisé par Bill Gates, qui consiste à dire la chose suivante: lorsqu'on regarde des mutations ou des transformations à base technologique dans la décennie à venir, on fait le plus souvent une énorme erreur d'appréciation sur ce qui va arriver dans les 2 ans. Et 2 ans après, on est un peu déçu, voire frustré, parce que
la conduite autonome. Souvenez-vous de ce qui se passe. Souvenez-vous, il y a 2 ans, on nous promettait la conduite autonome de niveau 4 ou 5 2 ans après. Bon, force est de constater qu'on n'y est pas. On est tous super déçus. En fait, ce n'est pas grave, c'est normal. C'est parce qu'on a cette tendance à se projeter linéairement dans les 2 ans qui viennent, à découper le progrès dans les 10 années par pas successifs d'1 an. Et on oublie que l'exponentielle, quand elle commence sa course, elle la commence en dessous de la droite. En revanche, lorsque l'exponentielle a dépassé la droite, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et à la fin de la décennie, on est en général surpris parce que ce qu'on pensait voir arriver au bout de 10 ans s'est produit au bout de 7 ans et demi ou 8 ans. Et donc, on a constamment cette espèce de myopie vis-à-vis de l'avenir et de difficulté à estimer des dates à peu près correctes de survenue des éléments dont on a besoin. Autrement dit, la prévision au-delà d'un horizon de 4 ans est quasiment fausse, voire est irrémédiablement fausse. Donc, c'est très bien de faire des business plans à 5 ans pour rassurer tout le monde. On les fait d'abord pour se rassurer soi. Il faut rester très, très humble quant à la qualité de la réalité qu'ils décrivent, ou alors il faut oser avec humilité les relire 5 ans après. En général, on sourit. Et donc, ce que je voudrais pour la suite de cette intervention, c'est qu'on s'intéresse plus à la manière d'emprunter le chemin et de l'emprunter ensemble qu'à l'endroit où nous mène le chemin, puisqu'encore une fois, personne n'en sait rien, à commencer par votre serviteur. Voilà, je vous remets la définition de demain, qui est quand même, moi, que j'aime énormément, qui est, voilà, et que je vais faire disparaître. L'innovation est partout, et pourtant, elle est très, très mal répartie. Ça, je ne sais pas si il doit y avoir 1 ou 2 geeks dans l'audience qui connaissent l'auteur de cette citation, que j'aime beaucoup parce qu'elle dit quelque chose dans les organisations qui est très importante et qui nous permet de mettre le doigt sur l'enjeu culturel. Ce n'est pas parce qu'une organisation décide d'innover qu'elle va être capable d'innover partout de la même manière, que l'impératif d'innovation va être traduit dans les mêmes termes dans les différents départements ou divisions. Et donc, par conséquent, l'innovation ne peut pas s'arrêter à un impératif catégorique imposé à tout le monde parce que, pour une raison très simple, qui est la suivante, c'est que vous avez dans les organisations des phénomènes de résistance, et plus les organisations sont étendues et vastes et complexes, et plus ces phénomènes de résistance sont importants. C'est l'espèce de formulation empirique qui a été proposée, je ne sais même plus par qui, mais que j'ai trouvé amusante, qui est de dire, voilà, la résistance aux nouvelles idées est une fonction en général croissante, non seulement du nombre de personnes, mais également du nombre de niveaux d'interaction que vous avez à l'intérieur des organisations. Et ça se manifeste simplement en raison d'un gros enjeu de réassurance et notamment de réassurance face à l'incertitude. Et cet enjeu de réassurance nous conduit à faire des raccourcis. Et alors, bon, le meilleur moyen d'illustrer les raccourcis, on n'a pas trouvé mieux que Dilbert pour en 3 cases, expliquer à quel point on est capable de se tromper face à des réalités qu'on ne comprend pas. Et là, je vous en ai choisi 2 qui sont tout à fait significatifs et qui sont 2 énormes incompréhensions qu'on a pu avoir. Alors, en 1995, très peu de gens avaient compris qu'Internet était et n'est qu'au fond une gigantesque machine à copier de l'information à coût nul. Si on avait vu ça suffisamment tôt, je pense que l'industrie du divertissement au sens large et de la musique et de l'audiovisuel aurait pris les choses un peu différemment. Mais quand vous réfléchissez bien, si tout à l'heure j'envoie une copie de mon écran à Xavier et à Sylvie, la copie d'écran que j'envoie, elle reste dans mon ordi et à partir de 1, j'ai fait 3. Voilà. Souvenez-vous toujours de ça quand vous prenez une photo que vous l'envoyez à quelqu'un. Demandez-vous ce qui se passerait si la photo disparaissait de votre smartphone. Là, vous voyez assez vite que l'expérience que vous faites d'Internet est une expérience de duplication. La deuxième incompréhension massive à laquelle on a assisté dans les années 2014-2015 portait sur les technologies de blockchain et sur la confusion totale qu'il pouvait y avoir entre ce qu'est une transaction et ce qu'est un déplacement d'informations. Puis là, on n'a pas le temps de le développer, mais
Certains d'entre vous, notamment les plus âgés ou expérimentés, ça dépend comment on se regarde, se souviennent de la fameuse matrice du BCG. La fameuse matrice du BCG, pardon, a été totalement incapable d'expliquer la disparition de Nokia en 7 ans, mais ça, on y reviendra peut-être dans les questions et dans les réponses. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait, et je voudrais partager avec vous deux convictions sur le comment ou sur le chemin qui peuvent guider vos réflexions dans les organisations dans lesquelles vous êtes, et qui sont deux convictions tirées d'une expérience et de l'observation de l'économie numérique ces 20 dernières années. La première conviction, on pourrait croire qu'elle est très très techno, en fait elle est très business et très culturelle. C'est le fameux diktat de Bezos et c'est l'avènement des API. Alors, API, c'est un gros mot. Ce qui est intéressant dans le diktat de Bezos que vous trouverez partout sur Internet, c'est deux choses. C'est la dimension culturelle qui consiste à imposer quelque chose à toute l'entreprise avec mise en application immédiate, sinon conséquence immédiate. Bon, ça, c'est le principe des autocraties. Je ne suis pas certain que ce soit forcément le meilleur régime. En tout cas, en termes d'efficacité, il est intéressant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le trait de génie qui se cache derrière. On pourrait croire que ça part d'une décision technologique qui consiste à se dire que réinventer ou redévelopper des bouts de code qui existent déjà, ça n'a aucun intérêt. Donc, autant publier ces morceaux de code et les rendre accessibles à d'autres et les rendre utilisables par d'autres en les documentant. OK, très bien. Ça, c'est juste de l'efficacité, de l'optimisation. Tout le monde connaît. Là où ça devient très intéressant, c'est quand il est demandé, et c'est le point numéro 5, que toutes ces interfaces de services, sans aucune exception, soient conçues, sécurisées et documentées pour être invoquées de l'extérieur. Externalizable, c'est ça. C'est, voilà, vous avez une API, je vais dire un truc complètement au hasard, une API de virtualisation de votre stockage. Bon, vous devez pouvoir, évidemment ça ne sert pas aujourd'hui, mais vous devriez pouvoir chez Amazon, le jour où vous développez la capacité à vous affranchir de ce que c'est qu'un disque dur et d'en faire juste du stockage, de la quantité stockée, vous devez pouvoir exposer cette fourniture de services à l'extérieur. Pour l'instant, ça ne sert pas, mais on verra un jour. Pareil pour la virtualisation de la capacité de calcul. Et quand vous combinez ça à un autre diktat qu'avait fixé Bezos, qui était de dire il est hors de question de rater une seule vente. Et nous savons, pour l'avoir observé, que perdre 20 millisecondes le jour du Black Friday, le lendemain de Thanksgiving, c'est perdre des ventes. Donc, vous me dimensionnez l'infrastructure d'Amazon pour être totalement opérationnelle, même le jour du Black Friday. Ça a une conséquence très simple, c'est que 3 mois avant et 3 mois après le Black Friday, vous avez une infrastructure de calcul et de stock, enfin, vous avez une infrastructure informatique gigantesque qui est très, très sous-utilisée par rapport à son maximum, puisque vous avez tout calé pour le maximum. Et quand vous combinez ça avec la faculté de proposer depuis l'extérieur de la plateforme des services de stockage ou des services de calcul, vous découvrez simplement que si le cloud a été inventé par un libraire, c'est en raison du diktat que vous voyez là. C'est aussi simple que ça. Et cette histoire, encore une fois, est très documentée. Elle est documentée par un ancien d'Amazon qui s'appelle Steve Yeager, qui est arrivé chez Google à constater le foutoir que représentaient à l'époque tous les services de Google qui étaient développés en silo avec chacun leur logique d'authentification et de gestion de ressources, qui a piqué une gueulante phénoménale, qui s'est aperçu qu'il était allé trop loin, et fort heureusement, tout le monde avait déjà copié l'information dans cette formidable machine à copier de l'information gratuitement qui s'appelle Internet. Et c'est comme ça que le mémo de Steve Yeager est toujours disponible, et je vous conseille, pour les plus curieux d'entre vous, je vous en conseille la lecture. Donc ça, c'est la première chose. Le fait de raisonner en plateforme, c'est un moyen formidable pour vous, quel que soit le type d'organisation dans lequel vous êtes. En tout cas, vous devez vous poser la question, de vous dire quels sont les services dont je dispose et que je pourrais proposer à l'extérieur. Et pour quelles raisons? Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est éventuellement tirer des revenus supplémentaires. Et les revenus supplémentaires peuvent être bienvenus dans l'époque que nous traversons. Mais c'est aussi parce que l'usage de vos services à travers des API va vous documenter extrêmement finement sur ce qui intéresse vos clients, ce qui ne les intéresse pas, les tendances, les signaux faibles, vous allez être le premier à les voir puisque c'est chez vous qu'ils vont se passer.
c'est à l'interface entre vous et le reste du monde qui vont se produire. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'ensemble de développement des services en mode SaaS est intéressant. Ce n'est pas uniquement pour afficher des revenus récurrents et pour rassurer les investisseurs, c'est aussi parce que ce n'est pas non plus pour uniquement assurer de la maintenance et de la mise à jour à partir d'un seul point, c'est aussi parce que c'est le meilleur moyen de comprendre, de prendre le pouls du marché en temps réel. Donc ça, c'est la première piste de réflexion, premier chemin auquel vous êtes, à mon avis, invité à réfléchir dans cette période de reset, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux plateformiser dans mon offre ou dans mes offres, pas du tout pour faire comme les GAFA, ce n'est pas le sujet, mais pour entrer de manière plus proche, plus intimement en relation avec mes clients. Il y a un deuxième phénomène que je trouve très intéressant et qui nous est enseigné par les 10 dernières années que nous venons de vivre, et qui est un phénomène totalement perpendiculaire au modèle industriel que nous avons développé dans le monde occidental et notamment dans le monde industriel. Dans le monde industriel, moi je me souviens très bien quand j'ai fait mon MBA, la très grande fonction qui émergeait et les fonctions clés dans l'entreprise, c'était les achats. Et les achats, c'était ceux qui organisaient la ronde des fournisseurs autour de l'entreprise, qui d'une certaine manière était devenue une plateforme, mais qui était devenue une plateforme à l'envers, et qui gérait donc et qui optimisait ses fournitures et qui en fait se gardait pour elle la partie noble du métier qui était l'assemblage et le marketing et la commercialisation. Ce modèle fonctionne très bien jusqu'au jour où vous vous apercevez que certaines fonctions que vous aviez considérées comme étant pas du tout utiles vont en fait faire la différence, mais que vous n'avez plus le savoir-faire pour les développer ou les maintenir parce que ces fonctions, depuis très longtemps, elles ont été externalisées auprès de certains de vos fournisseurs qui, eux, en ont profité pour apprendre. Je prendrai juste un exemple qui est celui d'automobile, dans lequel on a compris un petit peu tard chez les constructeurs traditionnels que ce qui faisait la noblesse du métier et l'avantage compétitif n'était plus la capacité de fabriquer un moteur thermique avec quelques milliers de pièces, ce qui est quelque chose de très noble. Il y a un tas de constructeurs automobiles qui ne savent pas faire des moteurs et qui en achètent aux autres. Donc c'est un vrai métier. Hein. Je dis ça pour Sylvie, c'est un vrai métier. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Le véritable sujet, c'est la maîtrise notamment du logiciel. Et il se trouve que la maîtrise du logiciel, elle est encore aujourd'hui, en tout cas en Europe, plus du côté des fournisseurs que du côté des constructeurs eux-mêmes. C'est en train de changer, mais ça demande un effort considérable, très coûteux et très, très douloureux. Le fait de revenir sur une intégration verticale a été de manière très curieuse et très paradoxale, initiée par les fameux GAFA qu'on voit tous comme des sociétés de logiciels, qui effectivement au départ étaient des sociétés de logiciels, mais qui progressivement, à mesure qu'elles se développaient, ont décidé de reprendre en main les composants de leur destin qui est jugé critique. Donc tout n'est pas réinternalisé chez les GAFA, mais en revanche, il est intéressant de constater que le silicium est réinternalisé et que plus précisément, l'ensemble des GAFA et de leurs homologues chinois ont chacun développé, designé leur propre architecture de microprocesseurs. Et je pense que ce n'est pas uniquement parce que ce sont des geeks et qu'ils ont des ingénieurs à occuper. Je pense que c'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'est là qu'ils faisaient la différence et que c'est là qu'ils risquaient, s'ils travaillaient avec des partenaires, de laisser fuiter des informations et des savoir-faire qu'ils veulent garder pour eux. Le dernier exemple en date, ça a été Tesla, qui, il y a quelques mois de cela, présentait ses dernières avancées en matière de pilote automatique et qui, à cette occasion-là, a dévoilé la carte mère, le board sur lequel tourne l'ensemble du système d'autopilot de Tesla, y compris le chip qui a été conçu par Tesla, qui est fondu évidemment à Taïwan chez un fondeur, mais en tout cas qui n'est plus acheté. Tesla ne dépend plus de NVIDIA, qui pendant longtemps a été un des très grands fournisseurs de processeurs de calcul parallèle massif pour notamment les besoins de l'intelligence artificielle. Tesla a décidé de faire lui-même. Ça pose une question qui dépasse évidemment ma compétence, mais ça pose une question quand même très très profonde
à nos dirigeants européens sur les questions de souveraineté. On ne peut pas faire l'économie de cette question. On ne peut pas laisser passer ce sujet en Europe, où il reste quelques éléments de fonderie à Dresde, je crois, où ST Microelectronics se débat entre ses actionnaires français et italiens, et où on continue de considérer que le silicium, c'est plié, quoi. Le silicium pouvait être considéré comme étant l'affaire d'Intel il y a encore 4 ou 5 ans, ça ne l'est plus. On entrera dans le sujet éventuellement plus tard, mais il y a des pistes de sortie intéressantes auxquelles simplement qu'on ne regarde pas d'assez près, mais qui sont probablement envisageables. Ça supposerait néanmoins qu'on comprenne où sont les enjeux. Je voudrais terminer avant qu'on passe aux questions sur deux convictions que certains d'entre vous ont peut-être lues, car elles ont été publiées dans la Harvard Business Review il n'y a pas très longtemps, dans l'édition hebdomadaire puis mensuelle de la HBR, et qui sont des convictions profondes sur la manière de faire et la manière dont on va être invité à faire dans les mois et les années qui viennent. Le premier enjeu, c'est un enjeu qui porte sur la confiance, et plus précisément sur la confiance transitive. C'est-à-dire le fait que jusqu'ici, on a placé notre confiance dans des experts, on a placé notre confiance dans des comités, on a placé notre confiance dans des diplômes de ceux qui parlaient, et ça a à peu près correctement fonctionné, à quelques exceptions près, mais fondamentalement, on s'en est à peu près sorti. La question devient complètement différente lorsqu'on fait face à ce qu'on ne comprend pas, ou à ce qui devient très très urgent et qui suppose des prises de décision extrêmement rapides. Parce que dans ce cas-là, on n'a plus le temps de réunir des comités, on n'a pas nécessairement envie de prendre le risque d'obtenir une réponse qui soit une réponse très consensuelle, parce qu'il faut aller vite. Et là, à mon sens, il y a un enseignement très intéressant à tirer de toute la culture des makers et la capacité à se mettre, la capacité à fonctionner en essaim des plus jeunes et des développeurs. L'intérêt pour moi et la démarche pour moi est la suivante. Elle consiste à se dire, qu'on n'est pas nécessairement expert en tout. 2, qu'on sait probablement où se trouve l'expertise, et qu'il faut à ce moment-là oser poser la question, et oser poser la question à une seule personne. Parce que si vous vous adressez à une personne et que vous dites oui, voilà, Xavier, tu es le spécialiste de l'édition et tu es le spécialiste de l'édition sur les sujets digitaux. J'ai une question très précise qui a trait à ce domaine. Je n'ai pas le temps de faire la tournée du syndicat national des éditeurs. Je vais te poser la question 4 fois. Si je pose la question à Xavier dans ces termes en disant en plus tu as 10 minutes pour répondre, voire 30 secondes parce que j'ai vraiment besoin de la réponse, et que je connais Xavier et que j'ai confiance en lui, Xavier va se retrouver chargé, investi une responsabilité énorme qui va être de me donner la réponse et de me donner la bonne réponse, puisqu'il sait que je ne poserai la question à personne d'autre parce que je n'ai pas le temps. Et là, vous voyez très bien que se joue non seulement une question d'intensification de la confiance entre deux personnes, et également une question de transitivité de l'expertise, puisque c'est sur la base de ce que va me dire Xavier sur la question de l'édition numérique que je lui pose, que je vais prendre moi ma décision, sans consulter personne d'autre. Et sans rejeter la responsabilité sur Xavier, je prendrai ma décision sur la foi et la base d'une seule information. Et si Xavier n'a pas la réponse, mais qui me dit « j'ai pas la réponse à ta question, mais en revanche, Sylvie Frein, qui est juste à côté de moi, elle est la spécialiste du sujet, et donc tu peux lui demander de ma part ». Là, à ce moment-là, je vais poser un deuxième acte de confiance qui va me dire « j'ai confiance,
transitivement dans le fait que Sylvie est la seule personne à qui je vais poser la question, puisque Xavier m'a dit, Xavier, virgule, en qui j'ai confiance, virgule, m'a dit que c'était la meilleure personne qu'il connaissait pour répondre à ma question et pour y répondre en 30 secondes. Et si on met en place ce type de démarche dans vos entreprises ou dans vos organisations, on gagne sur 2 tableaux, on gagne en vitesse, on gagne en qualité de la décision parce que personne ne se back plus derrière une décision d'un comité. Parce qu'en fait, un comité, c'est quoi? C'est une série d'experts qui ne prennent aucun risque. Hein, un comité, c'est ça, c'est la dilution et le partage du risque qui fait qu'à la fin, personne n'est responsable. Alors évidemment, oui, on est d'accord, il y a une prise de risque. Mais qu'est-ce que c'est qu'une prise de risque quand vous avez 30 secondes pour décider? Et donc ça, c'est une première conviction très forte. Ça, c'est la chance que j'ai eue depuis que je suis dans le numérique de croiser des personnalités extrêmement différentes, ayant des compétences ultra pointues sur un tas de sujets. À chaque fois que vous établissez un lien de confiance avec un spécialiste dans un domaine, en fait, vous vous enrichissez d'une capacité à vous former un jugement, ou en tout cas à faire challenger votre jugement parce que vous savez à qui demander. Et le plus important dans le monde d'aujourd'hui, c'est de savoir à qui demander, y compris à soi-même d'ailleurs sur certains sujets. Et savoir à qui demander, c'est connaître l'expertise, mais c'est surtout savoir en qui on peut avoir confiance lorsque ces questions se posent. Donc ça, pour moi, voilà, ça c'est une piste de réflexion profonde que je vous invite à engager à plusieurs. Si vous êtes dans de grandes organisations, essayez de faire un mapping, vous dire voilà, sur les sujets qu'on va se poser ou sur les questions qu'on se pose aujourd'hui, qui sont nos experts. Et pas au sens qui a le diplôme diplôme d'expertude ou qui est du même, qui a la même formation que moi et parce qu'il sort de la même école que moi, serait plus crédible que quelqu'un d'autre. Non, faites le mapping de vos experts, y compris en interne, parce que vous en avez. Plus vous êtes gros, plus vous avez des experts internes, et moins vous savez que vous les avez d'ailleurs. Et ensuite, posez-vous la question de savoir comment vous iriez les voir ou comment est-ce que vous seriez capable d'activer et de mobiliser ces expertises très rapidement en cas de besoin. Ça, je pense que c'est un sujet de travail interne et de réflexion, y compris d'ailleurs vis-à-vis de vos écosystèmes, si vous travaillez en S1 en écosystème avec des partenaires. Ça, je pense que c'est une très belle piste de réflexion. La deuxième conviction que je voudrais partager avec vous, et qui est une deuxième piste de réflexion aussi, qui est liée à la première d'ailleurs, tourne autour des questions de permission et de leadership. Je trouve ça très intéressant de voir que dans l'univers des technologies, un très grand nombre d'innovations radicales ou de transformations profondes ont été le fait de personnes qui, d'une certaine manière, n'avaient aucune habilitation à le faire. Et j'aimerais que vous réfléchissiez, enfin, j'espère, est-ce que vous reconnaissez les 2 personnes qui sont sur cette diapo? J'en profite pour boire de l'eau, vous ne le voyez pas, mais j'en profite pour boire de l'eau. À gauche, vous avez Linus Torvalds, qui a demandé strictement la permission à personne avant de commencer à développer le noyau Linux. Aujourd'hui, Linux fait tourner à peu près, je parle sous le contrôle de Xavier, mais 98% des serveurs de la planète, un truc comme ça. Et voilà, donc ça, c'est une invention qui est partie d'une seule personne qui avait demandé la permission à personne. Quand ceux qui se cachent sous le pseudo de Satoshi Nakamoto publient en décembre 2008 le white paper qui décrit par le menu l'architecture de Bitcoin, pareil, ils ont demandé la permission à aucun régulateur, à aucune autorité. Ils l'ont fait, ils l'ont publié. Et ils ont d'ailleurs permis à tous ceux qui avaient envie de s'en emparer de le faire, hein, puisque leur manifeste et leur white paper étaient totalement open source. Et enfin, pour illustrer celui qui est à droite, lorsque Vitalik Buterin, du haut de ses 17 ou 18 ans, annonce qu'il va déployer un ordinateur mondial totalement décentralisé et fonctionnant à base de transactions sur une blockchain de son propre cru. Buterin, de mémoire, à l'époque, il était déjà, il est toujours canadien d'origine russe, mais il devait être journaliste. Donc, il n'avait il n'avait pas les diplômes, il n'avait pas les accréditations, il n'avait pas les tampons officiels, il n'avait pas les autorisations de.
Et pourtant, il l'a fait. Et je ne peux pas résister, évidemment, à vous donner le dernier exemple, qui va faire le lien avec Nokia tout à l'heure, dont j'ai parlé brièvement. Lorsque Jobs monte sur scène en piratant le CES en janvier 2007 pour présenter ça, tout le monde se marre, notamment à commencer par Nokia, parce que la téléphonie, bonne Sylvie, mon bon Xavier, c'est un vrai métier. Tu veux faire des téléphones mobiles, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, tout le monde à l'époque savait qu'il fallait segmenter, donc il fallait faire des gammes de terminaux, il en fallait plusieurs. Si Apple n'en sortait qu'un, c'était bien que, un, ils n'avaient rien compris, et deux, qu'en plus, ils n'avaient pas l'appareil industriel permettant de produire des modèles différents, etc. etc. Donc, enfin, autrement dit, Apple, qui faisait de l'informatique et était déjà à peine légitime dans le monde des jouets électroniques, n'était absolument pas fondé, n'avait d'une certaine manière pas l'autorisation d'envisager, de songer à faire un smartphone. Ce n'était pas possible. 7 ans après, Nokia n'était plus là en tant que constructeur de téléphones mobiles. Et donc, la matrice du BCG avait volé en éclats puisque cette fameuse matrice vous racontait que quand vous étiez numéro 1 sur votre marché, sur un marché en croissance à 2 chiffres, et que vous aviez 2 fois la part de marché du suivant, vous étiez juste king of the world et il ne pouvait rien vous arriver. Nokia à l'époque, en 2007, début 2007, avait 40% de part de marché, LG en avait 20%, et le marché du téléphone mobile croissait encore de 10 à 15% par an. Voilà. Nokia a disparu 7 ans après, du fait d'un acteur absolument pas légitime. Et ça, je pense que ça se médite parce que ça veut dire que là c'est pareil, dans vos organisations, il y a probablement des leaders illégitimes que vous ne connaissez pas, des gens qui ont des compétences absolument cachées et qui pourraient changer la donne. Sauf que plus votre organisation est grande et plus il y a de chances qu'ils soient complètement planqués, qu'ils exercent leur art le week-end et le soir, et que tout ça, de toute façon, si jamais ils envisagent de proposer de faire quelque chose, on leur explique que ce n'est pas dans leur job description. Voilà, donc toute ressemblance avec des situations vécues ne saurait être que coïncidence fortuite, mais je pense que là, il y a un énorme sujet de réflexion et qui est plutôt une très bonne nouvelle pour les grandes organisations. Donc la question, voilà, on arrive un peu à la fin de ce long monologue. Et la question, c'est, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et pour moi, les quelques conseils que je peux me permettre de partager avec vous, d'une certaine manière, reprennent ce qu'on s'est dit pendant ces 45 minutes. La première chose, c'est soyez humble et curieux et n'hésitez pas à regarder derrière vous, à vous demander d'où viennent les choses. Si vous avez du mal, j'ai fait une promesse à Virginie de Lalande à l'Acusa que je vais tenir, qui est qu'il y aura un jour un historien de ces 30 dernières années dans le domaine. Je suis en train d'y travailler d'arrache-pied et je ne lâche pas l'affaire. Je dis ça pour Xavier. Et j'espère peut-être que Xavier sera mon éditeur. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé. La deuxième chose, c'est ne négociez jamais, n'abandonnez jamais, ne consentez jamais à ce que vous ne comprenez pas, notamment si c'est facile. C'est que quand on vous explique que c'est compliqué et qu'on s'occupe de tout et que ça va vous décharger d'un certain nombre de choses, c'est le moment de commencer à réfléchir. Et c'est le moment de commencer à vous poser une seule question qui est est-ce que c'est vital ou pas ? Si la réponse est ça n'est pas vital et ça ne changera pas mon métier dans les 10 ans qui viennent parce que vous le savez profondément et vous en êtes tous convaincus, aucun problème, externalisé. Laissez partir le savoir-faire, zéro problème. Si en revanche vous avez un doute, si vous avez le moindre doute, c'est là le moment d'aller interroger ceux qui savent et que vous ne connaissez pas mais qui sont dans vos organisations et qui vont vous dire c'est bon, tu peux y aller, ou bien attention, Achtung, si tu fais ça, sois conscient qu'en laissant partir, je dis n'importe quoi, en laissant partir ta capacité d'analyser tes données, eh bien, tu vas laisser partir le savoir-faire et puis un jour, tu vas laisser partir l'ensemble de tes données et tu seras finalement dans la main de ceux qui te diront ce qu'il faut faire avec tes données. Et le jour où tu as perdu la capacité d'interpréter tes données, tu feras ce que d'autres te diront, donc tu auras perdu ton indépendance. Parce que c'est ça, hein, faire ce que d'autres vous disent parce qu'on n'est plus capable de savoir soi-même ce qu'il faut faire, ça s'appelle bien perdre son indépendance et son autonomie. La troisième chose, c'est faire confiance à ceux qui font. Et c'est très, très vrai dans le monde du numérique. La prochaine fois que vous avez un
un projet, une appli, un sujet à développer, regardez d'abord qui l'a fait avant de regarder qui est le plus gradé quand il faut prendre une décision. Ça fonctionne déjà comme ça dans certaines grandes organisations aux États-Unis, notamment chez Facebook. Chez Facebook, dans les départements d'engineering, quand vous avez une réunion avec une décision à prendre sur un produit ou sur une orientation ou sur une interface ou sur quelque chose, celui qui en général emporte la décision, c'est celui qui a fait quelque chose. C'est celui qui montre un proto et dont le proto est convaincant. C'est absolument pas l'exécutif VP machin, ni le patron d'une équipe de 500 ingénieurs. C'est celui qui l'a fait qui a raison. C'est celui qui fait qui a raison. Quatrième point, on vient d'en parler, c'est posez-vous la question de déséquilibrer de manière instable et dynamique la question du leadership et de la permission dans vos organisations. Le point suivant, on en a parlé un petit peu, on pourra y revenir dans les questions. Moi, je suis convaincu qu'entre les futurologues et les historiens, il y a un énorme sujet sur le présent et sur la présence. Et ce sujet va être exacerbé par la généralisation du télétravail dans certains métiers et la généralisation des réunions à distance. Voilà, souvenez-vous que la technologie se repaît de la réglementation au petit déjeuner. Je suis en train de terminer un chapitre sur l'évolution du mobile et on voit très très bien le sujet. Et puis, n'hésitez pas à vous verticaliser à chaque fois que ça peut avoir du sens. Je pense que vous avez beaucoup plus d'opportunités que ce que vous n'imaginez. Voilà, et je vais terminer sur une conclusion qui m'est chère, qu'on doit à Saint-Exupéry, ce qui n'est déjà pas rien, et qui est un regard, je trouve, extrêmement inspirant sur l'avenir, et précisément et encore plus dans la situation très exceptionnelle que nous vivons. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Merci Philippe. On a quelques petites questions qui sont plus liées à de la précision sur ce dont tu as parlé. Alors notamment, c'est vraiment des petits points d'ajustement. Quand tu parles de confiance, est-ce que tu parles d'éthique dans le début de ta présentation? Pas nécessairement. Pour moi, la question de la confiance, non, j'en parle de manière générique. L'éthique n'est qu'un des domaines sur lesquels la confiance peut porter. D'ailleurs, sur les questions d'éthique, vous allez les poser soit à des gens dont c'est la spécialité, et là c'est pareil, vous allez soit la poser à un comité d'éthique qui va se ranger derrière un avis super consensuel, ou vous allez la poser à ceux en qui vous avez le plus confiance en ce qui concerne la qualité de jugement éthique. Pour moi, c'est très, très générique. Je suis convaincu. Alors, bien sûr, il est clair que les enjeux, les degrés d'urgence et la criticité n'est évidemment pas la même lorsque vous avez des questions de vie ou de mort ou lorsque vous avez des questions d'optimisation de vos flux. Alors, on est bien d'accord. Mais je crois même précisément que lorsque vous êtes en situation ultra critique, prendre une centaine d'avis et encore plus les prendre sur la place publique ne servira à rien. Il servira juste à voir se déchirer autour de vous les opinions d'un tas d'experts qui n'étaient experts de rien juste avant. Je vous rappelle quand même qu'en France, nous avons 50 millions d'experts en hydroxychloroquine. Ce chiffre mérite d'être rappelé. Et on s'aperçoit bien que le sujet n'est pas... On a transformé en sujet d'ego un sujet qui était beaucoup plus compliqué que ça et qui, en l'occurrence, demandait beaucoup plus de prudence que ça. Et ça, à la limite, il aurait mieux valu que la question soit posée à un ou deux médecins invisibles, mais dans lesquels les autorités avaient confiance, plutôt que de la poser à un comité dont la première activité consiste à faire fuiter les questions qui lui sont posées. Je suis très vache et très impertinent, mais il y a quelque chose de ça. Le danger vient de là. Alors, est-ce que je suis en train de dire que c'est facile? Non, évidemment pas. C'est même extrêmement difficile. Mais je ne suis pas certain que ça soit fondamentalement plus difficile que les modes opératoires actuels. Et en revanche, je suis certain d'une chose, c'est que c'est extrêmement et beaucoup, beaucoup plus humain. Et que quand précisément on est face à des questions qui touchent à la vie humaine, le fait de savoir
personnellement, intimement, en qui on a confiance, redevient un enjeu qui pour moi est un enjeu primordial. Je ne sais pas si ça répond à la... Je ne sais pas, mais en tout cas, tu as répondu. À un moment donné, tu as fait référence à l'histoire et on se base sur l'histoire pour une projection sur l'avenir. Et donc, du coup, la question, est-ce que c'est vraiment un indice qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, qui nous permet, est-ce que c'est un indice fiable, l'histoire? L'histoire est pas comment dire. L'histoire, alors je sais pas ce qu'on entend par indice. En tout cas, c'est une source de réflexion qui est fondamentale, tout simplement, et notamment quand on la regarde sur un assez long terme, parce que l'histoire sur le long terme nous parle mieux que tout de la culture, des grandes tendances et des tendances culturelles lourdes qui font que certains peuples, certains dirigeants, certaines sociétés réagissent ou affrontent l'incertitude d'une manière ou d'une autre. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, si vous vous posez des questions d'ordre écologique ou si vous posez des questions sur les conséquences du dérèglement climatique, c'est très intéressant de compulser des chiffres, c'est très intéressant d'écouter des points de vue divers pour vous faire votre opinion, c'est très intéressant d'écouter Jean Covici et compagnie. C'est très bien, très bien. Je pense que toute cette réflexion-là, ce déluge de chiffres prend d'autant plus de sens si vous relisez Collapse de Jared Diamond. Pourquoi? Parce que dans Collapse, Diamond va regarder un certain nombre de sociétés du passé et regarder la manière dont elles se sont effondrées en détruisant leur environnement. Et ça n'est que quand vous mettez côte à côte ce qui s'est passé sur l'île de Pâques, ce qui s'est passé au Nouveau-Mexique avec les Anasazi, ce qui s'est passé dans différentes régions, ce qui s'est passé en Polynésie occidentale, que vous commencez à déceler, à mettre le doigt sur les mécanismes qui sont à l'œuvre, sur les mécanismes humains qui sont à l'œuvre, et que vous commencez à comprendre comment parler aux gens, comment manifester ces réalités et comment les rendre intelligibles au-dessus du bruit. C'est de la même manière, en plus le drame, c'est que c'est pas mon cas, parce que j'ai fait des études scientifiques et que quand on faisait des études scientifiques il y a 35 ans, vous aviez, je crois, 2 heures d'histoire en terminale, donc c'était quand même assez peu. Et puis en plus, l'histoire enseignée en France, c'est essentiellement l'histoire de France depuis la Révolution française, donc c'était un peu limité comme prisme. Et pourtant, c'est pareil, si vous regardez, si vous relisez l'histoire de l'Europe ou si vous relisez l'histoire à partir du Moyen-Âge, vous voyez apparaître les grandes constantes, vous voyez apparaître les enjeux de domination et de pouvoir, vous voyez apparaître les sujets de souveraineté sous un regard complètement différent. Et finalement, ce qui est en train de se passer, le rééquilibrage auquel on est en train d'assister entre l'Asie, les États-Unis et l'Europe, est intelligible, ou en tout cas peut être interprété de manière assez différente. Alors maintenant, du coup, quand je viens, moi, au sujet sur lequel je suis le moins ignorant, on s'aperçoit que c'est pareil, tous ces sujets de souveraineté numérique qu'on a l'air de découvrir comme des vierges effarouchées parce que c'est le moment de les découvrir, en fait, tout ça était écrit. Et je ne suis pas en train de dire que c'était écrit en mode c'est bien fait pour nos pommes, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous regardez, si vous relisez, si vous prenez le temps d'interroger, et si vous ne le faites pas vous-même, si vous allez chercher les gens qui savent faire, si vous encore une fois, vous relisez l'histoire de ces 30 à 40 dernières années, et vous voyez très bien, enfin, vous détectez les lignes de force, vous détectez les enjeux qui ne sont pas immédiatement apparents, et ça vous permet de vous reposer toute une série de questions différentes et d'éclairer d'éclairer le champ de la décision pour des dirigeants publics comme des dirigeants d'entreprise de manière complètement différente. Vous décalez le regard. Et l'histoire est très importante pour permettre de décaler le regard parce qu'elle vous raconte
ce qui s'est passé d'analogue dans des contextes différents, elle vous permet de travailler par analogie, ce qui, d'une certaine manière, et très paradoxalement, redevient nécessaire dans un monde totalement digital. Alors, on a un petit peu dépassé le temps. Je vais peut-être te poser la dernière petite question qui était purement informationnelle. C'est génération G. G, ça veut dire quoi? Greta. Voilà. Moi, j'avais G pour générosité, mais pourquoi pas? Mais oui, aussi. Mais là, de la même manière. Alors là, c'est pareil. On pourrait. D'abord, on entre dans ma zone d'incompétence absolue. Mais la générosité, c'est une question qui est très intéressante parce que on voit très bien qu'à l'échelle transitive, elle fonctionne. La générosité, c'est une propagation. Je commence d'abord. Enfin, si je donne sans savoir à qui je donne, je passe à côté de la valeur du don. C'est d'abord une affaire de transmission. Le don se joue entre des personnes. Ça, c'est la première chose. Alors après, la générosité, quand elle devient aussi théorique que la colère, certes, elle permet la prise de conscience, très bien. Elle permet d'interpeller, de faire sortir de leur zone de confort des dirigeants et des responsables qui ne voyaient pas le sujet, très bien. Mais on fait quoi après? On fait quoi après? Et je ne suis pas certain. Comment dire? Il me semble que ça n'est pas en refusant d'aller à l'école qu'on s'outille et qu'on s'arme et qu'on se prépare à relever les défis qui nous attendent. Voilà. Merci Philippe pour moi, ce... juste pour terminer, moi j'ai deux filles, dont une est un petit peu plus âgée que Greta et qui est très concernée par toutes ces questions de générosité. Et qui a choisi de sauver le monde en nourrissant la planète. Donc, elle s'est dit, je vais faire des études d'agronomie. Et je fais le lien, je vais faire le lien parce que la décision qu'elle a prise porte d'abord sur la matière et le champ d'études qui va être le sien pour s'outiller, pour être en mesure ensuite d'exercer sa générosité, enfin de leverager, de déployer sa générosité à une échelle plus grande. Vous voyez, je pense que c'est un lien j'avais pas du tout pensé dédier 30 secondes de cette intervention à ma fille, dont je ne donnerai pas le prénom, sinon elle m'étripe. Mais je pense que là, il se joue quelque chose d'intéressant. Vous voyez, de se dire, OK, de quoi est-ce que je dois m'outiller? Que dois-je apprendre pour être capable d'exercer une générosité à l'échelle? Parce que notre enjeu, ça va être un enjeu d'échelle. Hein. Si on parle juste de l'alimentation, on est quand même en train de parler de nourrir 4 milliards d'humains supplémentaires d'ici 2050. C'est clair. C'est clair. Tu voulais ajouter autre chose sur ton autre fille, peut-être? Non, mon autre, elle est à peu près tout aussi formidable que la première. Elle est plus jeune que Greta et elle est extrêmement créative et je pense que elle est en train de trouver sa voie. Mais elle est câblée très différemment et ce qui est formidable d'ailleurs parce que du coup ça leur permet toutes les deux d'avoir des discussions extrêmement riches et de ne pas être dans le mimétisme. Non. Super. Et ben, ça promet de belles choses dans l'avenir. Xavier, je te laisse le mot de la fin pour conclure ce webinaire qui était fort intéressant. Oui, alors je pense qu'on aurait pu continuer pas mal d'heures. Donc, du coup, on est impatient que tu aies terminé ton livre, pour pouvoir l'éditer et puis pouvoir le lire surtout. Voilà. Et puis, je voulais te dire que, je ne sais pas si tu avais vu, mais l'ancienne baseline des sommets, c'était venez oxygéner. Je crois que là, tu l'as vraiment fait. Donc, c'était super. On s'attendait à ça, mais on n'a pas été déçus. Merci à toi, Philippe, de ta générosité et de tout ce que tu as partagé. Et puis, merci à vous. Et puis voilà. Et rendez-vous la semaine prochaine. On n'a pas encore le prochain thème. Il y a plusieurs thèmes intéressants qui vont arriver. Mais non, on laisse tout le monde un petit peu respirer aussi. Là, il y a un gros changement en ce moment. Donc, on va attendre un petit peu avant de poser le prochain sujet. Merci Philippe, en tout cas. Je vous souhaite un très très bon déconfinement à tous. Merci à vous tous et à très bientôt.